Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose de commencer ce webinaire. Il est 10h03 et je vois que les participants arrivent. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite introduction, comme d'habitude, sur ce type de rendez-vous. Donc, je suis ravie d'être parmi vous et d'animer auprès des intervenants ce rendez-vous d'avril, donc sur addiction et famille. Nous avons l'honneur et la chance d'avoir de nouveau une intervention du professeur Gérard Osterman qui est venu nous parler de la thématique de l'alcool l'an dernier, en 2022. Et avait été suggérée cette thématique. Donc, je le remercie particulièrement d'être venu et d'avoir accepté de revenir pour nous parler de cette thématique. Et il sera accompagné aujourd'hui de Madame Cécile Gatti, que je laisserai se présenter ensuite. Mais pour nous, c'est une grande chance de vous avoir tous les deux, puisque vous êtes praticienne Cécile en thérapie familiale et puis bien sûr, professeur Osterman, vous êtes médecin interniste, psychothérapeute analyste. Donc, juste pour expliquer le fonctionnement, mais vous le connaissez pour beaucoup, c'est un webinaire, donc tous vos micros et caméras sont coupés, mais vous pouvez bien sûr communiquer avec nous via le forum de discussion. Donc, vous avez une petite bulle en bas de votre écran pour activer ce forum de discussion et ne pas hésiter à nous faire part de si vous nous entendez mal ou si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Donc, certains ont déjà posé des questions lors de l'inscription à ce webinaire. Donc, elles seront peut-être en partie abordées lors de cette présentation. Sinon, ça se fera sur le deuxième temps de ce webinaire, lors de la partie échange et questions avec les intervenants. Donc, ce sera aussi une partie qui sera précédée d'une pause qui nous permettra de centraliser vos questions et d'en faire part ensuite aux intervenants. Donc, ça, c'était pour vous redire ce fonctionnement. Donc, on est ensemble de 10h à midi, donc avec une partie plutôt théorique exposée, de 10h à 11h, petite pause, et ensuite, on place aux questions jusqu'à midi. Juste vous rappeler aussi que pendant la pause sera lancé un petit questionnaire d'évaluation. Vous savez, vous avez l'habitude, c'est à cliquer en ligne. Cela nous permet à chaque fois d'avoir un retour sur ce qui s'est passé pour vous lors de ce rendez-vous et puis aussi d'avoir peut-être un recueil d'attentes ou de thématiques pour de prochains webinaires. Comme d'habitude, on rappelle aussi que si vous voulez suivre l'actualité de notre association Coréade, dont je suis chargée de projet, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter qui est gratuite et qui permet d'avoir une information sur les actualités de notre équipe, des différents aussi événements que l'on peut proposer, nous ou nos partenaires. Donc, ça peut être aussi intéressant pour vous. Il y a également l'adhésion à la Coréade qui coûte 10 €. C'est une cotisation annuelle et ça permet aussi de soutenir nos projets et notre équipe sur les différentes missions sur la région. Et puis, vous dire que chaque mois, il y a ce webinaire qui existe. Le mois prochain, ce sera le mardi 16 mai et ce sera sur le format après-midi, donc de 14h à 16h, sur tabac, cannabis et sexualité de la femme. Ce sera présenté par Sébastien Fleury. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire également. Et puis, désormais, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais laisser la place aux intervenants. Donc, je vous laisse, professeur Osterman et Madame Gatti, prendre la parole, prendre votre temps pour cet exposé, puis on se retrouve à la pause d'ici 1 heure, si ça vous convient. Eh bien, merci beaucoup, Shona. Bonjour à toutes et à tous. Juste une petite question pratique et technique. À 11h, le café et les viennoiseries seront servis à domicile, j'espère. Bien sûr. Bien sûr. Nos collègues, on a une équipe maintenant qui est régionale et qui est très active, donc c'est bien noté. On a bien noté vos directives pour cette pause. Ça s'appelle Uber Coréade, d'accord, très bien. Bon, merci d'abord de cette invitation. Je suis ravi d'ailleurs d'apprendre que la dernier webinaire autour de l'alcool et des idées reçues avait plutôt bien fonctionné, semble-t-il.
Et puis, je suis aussi très heureux que Cécile ait accepté de participer à ce webinaire, en particulier sur une dimension qui me paraît tout à fait essentielle, qui est les dimensions de l'accueil. Et on sait très bien à quel point la rencontre, et il est bien question de rencontre aujourd'hui avec la personne qui, bien sûr, est malade avec l'alcool, mais aussi de l'entourage, et que cette dimension d'accueil, elle est fondamentale, parce que souvent, ce sont des gens qu'on croise, mais qu'on ne rencontre pas. Et c'est derrière tout ça, c'est la relation et la rencontre. Donc, Cécile, eh bien, je ne sais pas qui fait le partage d'écran, je pense que c'est Shona. Voilà, d'accord. Donc, merci Shona, chef de projet et aujourd'hui organisatrice et qui gère au fond notre PowerPoint et en même temps les questions et les chats. Donc, c'est très bien. Donc, Cécile, merci à toi et vas-y, on t'écoute pendant 1 heure. Eh ben, merci Gérard, merci Shona, merci à la Coréade de nous accueillir ce matin. Donc en préambule, effectivement, de la thématique addiction et famille, nous avons eu envie de partager avec vous sur la portée thérapeutique de l'accueil. Alors moi, je suis effectivement psychopraticienne, formée à l'alcoolologie, addictologie, TCA. Et j'exerce maintenant en cabinet, mais j'ai exercé assez longtemps en association, en associatif. Et notamment pendant plusieurs années au sein d'un organisme fondé et organisé autour des théories de Jean Oury. Et ces théories, il les a appelées la fonction accueil. Quand je travaillais dans cet organisme, notre mission était d'accompagner au sens traditionnel du terme, mais aussi d'accueillir des familles en souffrance. Et notre mission était de réhabiliter les liens entre parents et enfants. Et lors de cette expérience, ça m'a permis de vérifier à maintes reprises combien l'ambiance d'accueil travaillée ouvre au changement. Alors, je voulais vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, notamment Jean Oury, qui était psychiatre, psychanalyste français, figure de la psychothérapie institutionnelle. Et pour moi, ce qui me touche particulièrement, c'est que c'est le fondateur de la clinique psychiatrique de la Borde, où il a œuvré jusqu'à sa mort en 2014. Et il s'est employé à déployer l'ambiance et la qualité d'accueil en espace de soins. Alors, c'est ce que je vais vous présenter dans un premier temps. Et ensuite, je ferai un point avec les thérapies familiales systémiques, puisqu'on est plus sur ce type de thérapie là aujourd'hui, en m'appuyant sur le travail d'un ami du CRA. Le CRA, c'est le Collège régional des alcoologues aquitains, dont Gérard et moi faisons partie et sommes au bureau. Et donc voilà, je déploierai un petit peu le travail de Stéphane Hendrick, qui est docteur en psychologie, thérapeute familial belge et concepteur d'un modèle de thérapie brève systémique intégrée. Alors, tout ça, ce sera assez court, hein, c'est un préambule avant d'entamer voilà, le gros addiction et famille. Alors, pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire d'accueil. C'est une histoire que j'ai vécue il y a quelques semaines, au moment où je commençais à réfléchir à la manière d'aborder l'accueil pour la conférence d'aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose qui m'est arrivé à titre personnel. Je me suis rendue dans un cabinet de radiologie pour passer un examen sans grand enjeu médical. Alors, j'étais plutôt détendue et confiante ce jour-là. Je suis arrivée dans un immense bâtiment austère, des sièges en plastique moulé les uns derrière les autres, face à un long guichet où 4 ou 5 secrétaires médicales étaient affairées. Les murs étaient constellés d'affichettes indiquant aux patients ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Alors, comme il y avait peu de monde, je n'ai pas eu à attendre et tout s'est enchaîné très rapidement. En fait, de bout en bout, j'en ai eu pour moins de 20 minutes. Alors, on peut dire que c'était plutôt pas mal, hein, je n'ai pas perdu de temps, mais ça m'a aussi donné l'impression que j'étais vraiment peu réactive. À chaque fois, tout s'enchaînait très, très, très vite. Après la radio, le médecin a fait son compte-rendu. On était debout dans le couloir. Et il a surtout insisté sur la consigne suivante, me rendre ensuite à tel guichet et surtout pas un autre. Alors, je suis descendue, je me suis rendue au guichet indiqué. Et là, bien qu'il n'y avait personne au comptoir, on m'a formellement intimé l'ordre d'aller m'asseoir pour attendre. J'étais à peine arrivée au siège qu'on me rappelait pour régler l'examen. Là, la personne, elle n'avait pas l'air contente du tout. Elle m'a tendu le terminal de carte bleue en regardant de l'autre côté sa collègue et en disant, levant les yeux au ciel, aujourd'hui, vraiment, bon, ça ne met pas très à l'aise. Hein.
Alors, tout ça m'a semblé si rapide et impersonnel qu'au moment de sortir, je me sentais comme malade, fragile. Et j'ai quitté le centre de radiologie en marchant avec précaution pour éviter de me faire mal, là où j'avais pas mal, en fait. Alors, cette anecdote, elle n'aurait aucun intérêt si au milieu de toutes les affiches et les affichettes posées autour du comptoir, dans les couloirs, dans l'ascenseur, etc., il n'y en avait pas une autre, plus grande, couleur pastel, et qui indiquait dans un style poétique qu'un sourire ne coûte rien et garantit un bon accueil. Bon, ça m'a fait sourire, mais force est de constater que dans cette équipe, on avait réfléchi à la question de l'accueil. Alors, pour notre décharge, nous étions tous masqués, donc les sourires devaient passer par un vecteur plus subtil que le simple étirement des lèvres. Donc, je me suis dit, c'est parfait comme introduction hein, pour mon allocution de ce matin, parce que les questions, du coup, elles sont venues toutes seules, ça s'est articulé. Quand on parle de l'accueil, de quoi parle-t-on vraiment? Qui accueille-t-on? Et aussi d'approfondir un petit peu autour de la fonction thérapeutique de l'accueil. Alors, si l'accueil est le préalable à toute première rencontre, nous allons voir qu'au-delà des conventions sociales, du savoir-vivre, de la bonne éducation, du respect professionnel et du style propre à chacun, l'accueil dans nos professions revêt une fonction particulière. Alors, tout d'abord, si on revient un petit peu sur ce qui définit l'accueil, on va aller du côté de l'étymologie latine. Le verbe accueillir, c'est leggere. Ça évoque l'idée de rassembler. Leggere, on le trouve aussi dans le mot intelligence, intelligere. Littéralement, ça veut dire lire entre les lignes. Donc, c'est ce qui revient en fait à rassembler des éléments divers pour former une unité signifiante qu'on pourra appeler ici aujourd'hui famille. Alors, si on se penche un petit peu du côté des définitions plus traditionnelles, accueillir, c'est être présent pour recevoir l'autre. Et moi, je rajouterais recevoir l'autre avec ce qu'il donne à voir et surtout à ressentir. Dans le cadre du soin, de nombreux auteurs, quelles que soient leurs écoles de référence, ont travaillé sur la question de l'accueil, accueil des patients, de leur entourage familial, institutionnel et thérapeutique, mais avec toujours le souci d'aller au-delà des automatismes et des représentations. Et donc là, ça va être ma vignette suivante, Shona. Pour Jean Houry, l'accueil, c'est une rencontre dont l'intensité transforme à jamais le paysage. Pour lui, c'est la capacité d'être entièrement offert à l'instant, soit la perte du passé et du futur au profit du seul présent, d'une présence tout entière, ramassée dans l'instant et pourtant désidentifiée, juste ce qu'il faut pour bien accueillir. Alors, pour le dire autrement, accueillir, pour Jean Houry, c'est opérer pour réussir à mettre de côté, le temps d'un instant, ce que l'on sait déjà, nos connaissances théoriques, mais nos connaissances aussi plus pratiques sur les familles, par exemple à travers les dossiers qu'on a pu nous transmettre, les informations. C'est oublier aussi jusqu'au fait, qu'on est en train d'accueillir. En oubliant qu'on est en train d'accueillir, on va être justement dans cette expérience, tout à cette expérience, pour se mettre à l'écart de nos présupposés et de nos préconçus. En fait, accueillir, c'est faire un pas de côté. Alors, non pas se mettre à côté de ses pompes, mais plutôt pour être bien dans ses baskets, c'est-à-dire se centrer, se recentrer et s'accorder à soi. Alors, accueillir l'autre, ça fait appel à notre inconscient et ça revient donc effectivement à s'accueillir soi-même avec tout un ensemble de champs de référence dont on pourra parler tout à l'heure. S'accueillir soi, ça permet aussi d'accueillir l'autre. Donc, en fait, se centrer sur soi, s'accueillir pour pouvoir accueillir l'autre. Parce qu'accueillir, c'est un espace. C'est ouvrir un espace où on va accueillir l'inattendu. Et cet inattendu, c'est un état qui permet, qui offre et qui autorise. C'est un état qui naît d'une disponibilité, qui laisse une grande part à l'incertitude, soit, mais qui aussi invite à la créativité. Alors, si on suit Jean Houry, l'accueil ne se réduit pas à la première rencontre. Pour lui, accueillir, c'est la fonction primordiale, fondamentale,
de tout notre travail. Et il a appelé ça la fonction accueil. C'est cette fonction accueil que j'ai vraiment expérimentée quand j'étais dans l'institution dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'on n'accompagnait pas vraiment les personnes de manière traditionnelle. On ne faisait pas de l'accompagnement, on faisait de l'accueil. On accueillait tout, chacun, et on accueillait aussi chaque situation, chaque complication, chaque personne concernée. Donc, la fonction accueil, c'est faire en sorte que chaque personne concernée dans la relation, elle soit considérée dans sa singularité pour que chacun puisse se distinguer, que chacun soit en mesure aussi de se délimiter, de se reconnaître individuellement et aussi les uns par rapport aux autres. Alors ça permet aussi, dans un premier temps, de se mettre en contact. Mais l'accueil, dit Jean-Houry, c'est un accueil permanent, du premier jour au dernier. Et il ajoute, et même après, et même avant. Alors vous voyez, on est loin du simple acte de valider avec bienveillance l'arrivée du patient. Et d'ailleurs, Jean-Houry distingue vraiment l'admission de l'accueil. Il a beaucoup travaillé aussi sur cette distinction. L'admission du patient, c'est une chose. D'ailleurs, dans les hôpitaux, les cliniques, maintenant, on a des livrets d'accueil qui n'accueillent pas vraiment les gens. Ça guide éventuellement. Ça souhaite la bienvenue aussi, mais on n'est pas vraiment dans une fonction accueil. Alors, si on décompose un petit peu le même avant et même après, il faudrait qu'on fasse un petit peu un lien aussi avec les problématiques d'addiction. Accueillir même avant, ça commence effectivement quand le demandeur est orienté vers nous, vers notre service, et aussi lorsqu'il appelle pour son premier rendez-vous. Donc pour lui déjà, la fonction accueil, elle est en route. Alors ça va impliquer pour nous une conception du soin et de l'accompagnement qui soit travaillée en amont. Pour qu'une rencontre puisse exister, il faut préparer le terrain comme on prépare une terre pour semer quelque chose. Alors concrètement, ça va être quelque chose du type une réflexion, par exemple, sur l'aménagement de nos locaux, sur nos potentielles interactions avec les patients, avec les familles, avec les accompagnants éventuellement. Ça va être aussi une réflexion sur les interactions dans la salle d'attente, entre les patients entre eux, entre les familles qui viennent là aussi. Ça va être aussi un travail d'engagement, de réflexion, d'élaboration sur les représentations avec l'ensemble de l'équipe. Alors, ce sont les représentations sur l'addiction, bien sûr, mais aussi sur la famille, sur le statut de patient, sur l'accueil. Voilà, l'idée, c'est que ça devienne un socle commun à l'ensemble de l'équipe. À la clinique de la Borde, donc, où œuvrait Jean-Houry, l'ensemble du personnel et des patients, j'allais dire était, mais il est toujours, parce que lui il n'est plus là, mais la Borde existe toujours. Donc, l'ensemble du personnel et des patients est impliqué et engagé dans la dynamique relationnelle. Chacun est considéré là-bas comme soignant. Il y a les soignants rémunérés, donc tous les professionnels du soin, mais ceux de l'encadrement, les professionnels à la cuisine, les professionnels pour l'entretien, etc. Voilà. Il y a les soignants rémunérés et il y a ceux qui ne le sont pas, donc c'est-à-dire les résidents. Tout le monde est considéré comme ça là-bas. Et c'est tout ce travail de fond que je trouve à la fois touchant et à la fois très porteur. Très porteur en termes, bien sûr, en termes thérapeutiques, en termes de soins. Donc là, on a vu accueillir même avant. Et maintenant, si on revient sur la citation d'Houry, accueillir même après. Même après, dans nos pratiques autour des addictions, c'est la permanence du lien, la continuité factuelle ou symbolique de l'alliance thérapeutique. Même après, c'est lorsque ceux qui nous ont fait confiance savent que l'accompagnement a été. Même s'il est interrompu aujourd'hui, relayé ou terminé, quelque chose s'est passé à ce moment-là. Alors pour Jean-Houry, c'est savoir qu'il y a la possibilité d'y revenir chaque fois que ce sera nécessaire. Pour se souvenir de quoi? Qu'il n'y a qu'à être là, qu'il suffit d'offrir une présence pour que le monde s'ouvre. Donc c'est être présent à soi, être présent aux autres, être présent à l'autre,
pour que quelque chose s'ouvre, la relation, le soin et pourquoi pas la guérison, sait-on jamais. Donc, quand on accueille, qui accueille qui? On vient de le voir, l'accueil, ça implique une forme de réciprocité. Il n'est pas inutile de se rappeler que l'accueillant est aussi accueilli par celui qui l'accueille. De part et d'autre, nous sommes des étrangers, chacun avec notre socle culturel, nos codes, nos modes de pensée. Ce sont des vécus très mélangés, où la satisfaction, mais aussi l'impuissance et les frustrations s'entremêlent. Dans nos disciplines, quand on parle d'alcool, par exemple, on parle du lien. Quand on parle de la famille, on parle des liens. Quand on parle famille et alcool, famille et addiction, ça se conjugue, parfois ça se confond. En venant nous consulter, les patients nous mettent en posture de tuteur, de caregiver. C'est celui qui prend soin. On devient des tisseurs du lien qui va se créer pour permettre l'installation du climat propice à l'alliance thérapeutique. Mais dans les faits, pour les patients, pour les familles, comme pour nous, chaque première rencontre est un saut dans l'inconnu. C'est un temps d'ouverture à l'inquiétant, mais c'est un temps d'ouverture aussi au possible. C'est un temps d'ajustement et d'apprivoisement à renouveler sans cesse, pendant, même avant, même après. Apprivoiser. Alors, si on s'arrête un petit peu sur ce terme, on l'utilise souvent pour les animaux, mais voilà, c'est aussi quelque chose qui touche l'humain. Hein. Apprivoiser, dans Le Petit Prince, le renard dit « apprivoiser », ça signifie créer des liens. Apprivoiser, en fait, c'est l'étape essentielle pour que les liens se dessinent ou se redessinent avec et entre les membres des familles que nous accompagnons. Nous sommes avec eux, nous sommes entre eux et ils sont entre eux et avec nous. Donc, vous voyez, on est déjà là au cœur des enjeux systémiques, avec des notions de groupe-famille, c'est le système, et avec la notion de relation, dans la circularité dans ce système. Ça nous rappelle que l'individu doit être sans cesse situé dans un contexte interindividuel plus large, la famille, mais aussi l'entourage de la famille, aussi le contexte social et culturel, et Gérard vous en parlera tout à l'heure. Alors, je reviens un petit peu à Stéphane Hendrik. Donc, lui, il est, je disais, thérapeute familial systémique. Il compare les familles à une équipe de sport collectif où la compréhension du jeu change du tout au tout selon qu'on se focalise sur un seul joueur ou qu'on envisage en fait l'ensemble des sportifs évoluant sur le terrain. Les problèmes humains n'ont pas seulement un sens, mais aussi une fonction dans un contexte. La famille est donc abordée comme un tout, comme une équipe, comme une organisation, dont le maître mot serait l'interdépendance de ses membres. Et en même temps, cette unité est composée de membres individuels qu'il va nous falloir considérer comme tels. On a le groupe et l'individu dans ce groupe, le groupe dans la société et l'individu dans la société. Alors, lorsqu'on reçoit une famille, qui doit-on accueillir d'abord? C'est une question que je trouve assez intéressante parce que peut-être qu'on ne se pose pas assez souvent. En thérapie systémique, c'est comme dans les autres thérapies brèves, on parle plutôt du client que du patient. Parce que le client, c'est celui qui fait la demande, celui qui est acheteur du changement en fait. Alors, c'est celui ou celle qui souffre le plus de la situation et qui sera le plus motivé par le changement. Alors, ça peut être celui qui porte le symptôme, hein, bien sûr, mais non, parce qu'en fait, on le sait bien, souvent le patient n'est pas le demandeur parce qu'il ne se perçoit pas malade. Donc, il n'est pas en recherche de changement, lui. L'accueil sera donc... il aura plutôt les chances d'opérer cet accueil si on s'adresse dans un premier temps au demandeur, à celui qui cherche du changement, à celui qui est motivé. Alors, selon sa pratique, le thérapeute va rencontrer soit la famille élargie, la famille nucléaire ou simplement le porteur de la plainte. Ça va vraiment dépendre de l'orientation, voilà, de la pratique que vous avez l'habitude de mettre en place, du champ de référence aussi de l'organisme dans lequel vous travaillez. Alors, ce qu'il faut garder en tête,
selon l'axiome principal des thérapies systémiques, c'est que le patient, ce sont les interactions entre les personnes et non les personnes. Et là, on entre déjà dans la dimension thérapeutique de l'accueil. Accueillez, soyez présent pour la bonne personne, chaque membre de la famille pourra trouver sa place. Donc, ça demande effectivement d'aller un petit peu chercher qui est ce demandeur, pourquoi ce demandeur s'adresse à nous, à notre organisation, à notre institution, et s'adresser à lui dans un premier temps pour ouvrir les possibles aux autres membres de la famille. Donc voilà, mon allocution était un petit peu courte, c'était surtout un focus, c'était aussi un hommage au travail de Jean Oury. Mais pour conclure, je vais reprendre une phrase d'un thérapeute familial addictologue qui a été directeur de Deux Xapa en Charente-Maritime, c'est Daniel Bassonfin. Lui dit que lorsque chacun est à la bonne place, en harmonie, il n'y a plus de danger. Et quand il n'y a plus de danger, les ressources, les compétences, les capacités de changement peuvent se déclencher, car ce sont bien les interactions entre les protagonistes qui constituent la porte d'entrée. Alors, plus qu'un protocole, accueillir, c'est une posture, un instant thérapeutique travaillé qu'il va nous falloir soutenir tout au long de l'accompagnement, et même avant, et même après. Voilà, j'espère que cette thématique sur la fonction d'accueil vous a intéressé. Puis je vais passer la parole maintenant à Gérard pour la suite. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, ça va, le son est audible. Tout d'abord, merci Cécile d'avoir rendu hommage à Jean Oury de cette grande et fameuse clinique de la Borne, qui était totalement révolutionnaire par rapport au système asilaire qui existait avant. Alors, ce qui est le paradoxe qui va certainement amuser Shona Barbette, qui est aujourd'hui chef de projet en tabacologie, c'est que quand on voit les photos de Jean Oury, il était régulièrement avec son petit cigare, son cigarillos, ce qui renverrait d'ailleurs à son maître psychanalyste Jacques Lacan, qui lui avait son cigare un peu tordu. Bon, enfin, cela étant, c'était juste une boutade pour dire, et ça, je crois que tu as parfaitement raison, c'est-à-dire de souligner l'importance de être là. Et être présent, c'est pas si simple que ça. Et je dis volontiers dans l'enseignement que toute consultation devrait être une première consultation. C'est-à-dire que l'accueil, c'est pas une fois pour toutes, effectivement, c'est quelque chose qui est une disposition, une ouverture à la rencontre. Et comme le rappelait très bien d'ailleurs Françoise Dolto, parfois on n'y comprend rien, mais on est tout oreille, et que l'oreille, comme nos yeux, sont d'abord des éléments relationnels. C'est-à-dire quelle est l'intention qui est derrière, et l'intention rejoint toujours la relation, c'est-à-dire en quelque sorte un certain partage affectif, je dirais. Alors, tu as eu aussi bien raison de rappeler certains auteurs plus spécialistes que moi d'ailleurs en thérapie systémique et familiale, et je voudrais leur rendre hommage aussi à Emmanuel Palomino du Dispatch Jean-Jacques, à Daniel Bassonfin, qui était avant en Nouvelle-Aquitaine, qui est du côté d'Angers, je crois maintenant, et puis Stéphane Hendricks, qui a beaucoup œuvré, effectivement, pour la thérapie systémique. Alors, quel jour sommes-nous aujourd'hui, si on réfléchit un peu? On est un jour particulier quand même, que ce soit dans la tradition juive et chrétienne. Aujourd'hui, on dit que dans la tradition chrétienne, c'est le vendredi saint, n'est-ce pas? Et le vendredi saint, c'est quoi? C'est aussi pour les Juifs la Pâque. Et cette Pâque, c'est quoi? C'est la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire de la captivité par le pharaon des Hébreux sous la houlette de leur guide, à savoir Moïse. Et pendant 40 ans, ils vont traverser le désert et ils vont être nourris de quoi? Ils vont être nourris de la manne. Alors le mot manne signifie quelque chose qui est reçu en abondance, parfois de façon inattendue et providentielle. Et c'est intéressant de savoir que c'est cité, par exemple, 13 fois dans la Bible hébraïque, et toujours en lien avec ce même épisode de la traversée du désert. Et c'est-à-dire que c'est le pain qui tombe du ciel. Alors on dit que c'est les tamaris, peut-être qu'ils étaient riches en protéines végétales. Mais ce qui est certain, c'est que la manne, quand les gens disaient c'est le pain qui tombe du ciel, eh bien, le pain, ça veut dire en hébreu, ça se prononce man, manou, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on commence toujours dans la traversée du désert, non pas par les réponses, mais par les questions. Ce qui nous permet de traverser des épreuves,
ce ne sont pas les réponses, ce sont les questions. Et je crois que c'est effectivement intéressant de relever ça. Je me rappelle d'un verset de la Bible. Au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Alors attendez, on est dans le milieu alcoolique. Non, c'est pas du rosé tel que vous l'entendez. C'est une couche de rosée du matin qui se leva et effectivement, les Israélites regardèrent et se dirent les uns aux autres, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que cette manière de nous poser des questions, eh bien, c'est la façon d'introduire mon petit topo, si j'ose dire, c'est de se poser véritablement les questions autour de famille et addiction. Quelle place nous accordons, nous, les thérapeutes ou les soignants? Et tu as raison, Cécile, de dire qu'à ce moment-là, on est tous soignants, quelque part, patients, thérapeutes professionnels. Quelle place accordons-nous, nous les thérapeutes, à la parole de l'entourage? Comment pouvons-nous faire avec? On admet que dans l'entourage d'une personne malade de l'alcool, encore une fois, je l'ai dit la dernière fois, mais je n'aime pas le terme d'alcoolique, qui est un mot qui stigmatise et qui est un mot guillotine qui crie juger condamne. Eh bien, dans l'entourage d'une personne qui souffre de l'alcool, de cette dépendance à l'alcool, force est de reconnaître, et c'est admis par tous les thérapeutes familiaux ou systémiciens, c'est qu'il y a 5 ou 6 personnes qui souffrent. C'est énorme. Et dans l'accompagnement thérapeutique des personnes addictes, l'approche systémique nous aide à considérer que la consommation d'un membre de la famille ne peut se résumer à sa problématique individuelle. Vous voyez très bien sur la diapo, on voit bien avec ces images l'un qui est enfermé dans sa bouteille, mais l'autre est peut-être dans une bouteille plus grande, peut-être, mais en même temps, il est largement concerné aussi et parfois participe aussi du schéma addictif. Tu l'as dit, Cécile, il y a un dysfonctionnement relationnel familial. Et cette relation se construit dans l'interaction entre les personnes donc dépendantes, addictes et les proches, plus ou moins motivés à les aider, qu'on appellera les codépendants. Autrement dit, il y a les malades du boire et il y a les malades du voir-boire. Donc, j'aime bien cette expression de dire au fond que c'est une œuvre collective qui est signée par un seul ou une seule. Il s'agit le plus souvent des parents, des conjoints, des enfants, mais également des amis, des professionnels qui vont être plus ou moins engagés dans l'accompagnement. Alors parfois, ces personnes sont motivées, voire elles sont très motivées pour aider le dépendant. D'autres encore peuvent être parfois tellement motivées qu'on les dit existentiellement motivées. La dimension problématique est conditionnée par l'intensité et l'excès d'implication dans cette interaction. Alors, le dépendant, c'est dit dans le diapo, dépend du produit, le codépendant dépend de celui qui dépend du produit. Bon, diapositive suivante, on voit bien que la question corollaire qui va suivre, merci Shona merci, qui doit-on prendre en charge? Peut-on d'abord prendre en charge? C'est la fameuse avance de la confiance et avance de la parole, dans un article que j'avais d'ailleurs co-signé avec mon grand ami Alain Rigaud et Micheline Clodon, et qui, je crois, est tout à fait fondamental. Parce que ça pose, à mon sens, 3 types de questions. Peut-on, doit-on prendre en charge? Deuxièmement, l'environnement des alcooliques, c'est qui? Et peut-on ou doit-on agir sur ces environnements? Alors peut-être c'était la diapo suivante. Je crois que voilà. Voilà. Donc, effectivement, peut-on et doit-on prendre en charge? La question est vraiment intéressante parce que la pathologie du sujet qui est dépendant de l'alcool étant précisément de ne pas se prendre en charge, il paraît difficile de permettre un processus de changement chez lui en le prenant en charge, bien évidemment. Et au terme de prise en charge, ce qui m'a toujours dérangé d'ailleurs, je préfère beaucoup celui d'accompagnement que tu as dit tout à l'heure, Cécile, et qui dit quelque chose de la posture du soignant, qui est conscient de la nécessité d'accompagner celui qui est encore partiellement prisonnier de son addiction et qui est donc dans l'ambivalence. Et si on reprend même le terme de thérapeute en grec, thérapeien, ça veut dire celui qui accompagne sur le chemin. Force est de reconnaître parfois qu'on n'y comprend pas toujours quelque chose et que je préfère le terme justement d'en comprendre le vocable allemand qui est Verstehen, qui veut dire se tenir debout à côté, être juste à côté. Nous abordons ici donc effectivement la question de l'avance de la parole et de la confiance. En effet, le processus de changement, à mon sens, se mettra d'autant plus en route que le thérapeute croira que cela est possible. Et ça, je fais une petite incise comme ça, parce que là, ça me vient dans les médias. Un jour,
j'avais posé la question à Philippe Jamet et je l'ai posé la même question à Louise Nadeau, qui est chef du pôle addicto à Montréal, en disant, mais pour vous, Louise ou Philippe, qu'est-ce qui était le plus important sur le plan thérapeutique? Est-ce que c'est telle ou telle technique? Est-ce que c'est l'approche CCC? Est-ce que c'est l'approche psychodynamique? Et je me rappelle que Philippe Jamet, alors que c'était embouteillé, on venait du CFPPS de Xavier Arnauzan, et bien sûr qu'il y avait des embouteillages, donc on avait tout le temps de parler. Et quand j'ai posé la question à Philippe Jamet, je lui ai dit, pour toi qui as connu la psychanalyse, l'avènement des TCC, des thérapies familiales, des thérapies systémiques, qu'est-ce qui est le plus essentiel, par exemple, dans les addictions alimentaires? Et à Louise Nadeau, je lui ai posé la question sur l'alcool. Et alors, à un moment, Philippe ne me répond pas. Donc, je dis, tiens, ma question a dû l'embêter. Non, non, mais il m'a dit, Gérard, je vais te répondre. Moi, je crois, en réfléchissant, que le plus important, c'est que j'y croyais. Autrement dit, je croyais dans leurs ressources. Donc, vous voyez, la notion du vocable prise en charge renvoie à des notions de protection, voire peut-être même de surprotection, de portage, de maternage, renvoyant à leur tour à l'enfant, à l'handicapé, à l'incapable majeur ou au malade mental. Non, la majorité des personnes qui souffrent, qui sont malades de l'alcool, ne correspond pas à ces situations-là. D'où le choix du terme accompagnement infiniment plus juste que celui de prise en charge. Si l'alcoolique se comporte, je mets alcoolique entre guillemets, souvent face à la vie un peu comme un enfant, il y a en effet peu de chances de le voir grandir si on le prend en charge comme un enfant. C'est juste logique. Donc dans la pratique, beaucoup d'alcooliques, entre guillemets, renforcent leur alcoolisation précisément quand on les prend en charge. Donc, il vaut mieux prendre les termes de prendre soin, d'épauler, de marcher, d'accompagner, on l'a dit. Alors, l'environnement des alcooliques, c'est qui? Bien, on voit sur la diapo, pour moi, il s'agit d'abord de tout l'environnement relationnel. C'est d'abord l'entourage, conjoint, parents, enfants. Oui, mais alors, si on considère les blessures des entourages proches, conjoints, enfants, parents, notre clinique va nous apprendre qu'ils sont traversés par la honte et donc deviennent codépendants à la fois pour ne pas avoir à mettre des mots sur ce qui se passe, mais aussi pour en minimiser la portée. Il me semblerait peut-être assez juste de distinguer les réactions des conjoints de celles des enfants ou des parents qui, selon moi, peuvent s'inscrire dans des logiques très différentes. Mais dans cet environnement, il y a aussi les professionnels, soignants et travailleurs sociaux. Et là, peut-être qu'il est essentiel de distinguer les entourages qui sont formés de ceux qui ne le sont pas, justement. Merci à la Coréa d'aider justement à ces formations. Si les professionnels sont formés, ils pourront peut-être en dire quelque chose et admettre que c'est une façon de parler du mal-être qui habite la personne. Et s'ils ne sont pas formés, alors ils risquent de faire face à deux écueils. Le premier consiste à tomber dans le piège des représentations et de ne pas savoir comment aborder le sujet. Et je vous renverrai, sans faire de la publicité, un livre que nous avons coécrit avec Henri Gomez et Micheline Clodon sur les représentations du malade alcoolique. Et le deuxième piège consiste à considérer que c'est un symptôme et qu'il n'y a pas lieu de regarder l'addiction comme un problème en soi. Autre élément dans l'entourage, bien sûr, ce sont ce qu'il est convenu d'appeler les associations d'entraide. Mais quand les mouvements d'entraide, et on ne dit plus association d'anciens buveurs, quand ces mouvements d'entraide sont consultés, cela signifie que la personne est déjà bien avancée dans son parcours et a dépassé le stade du déni. Il faut sans doute un peu nuancer ce propos si on tient compte de toutes les personnes qui vont aller sur les sites des mouvements pour prendre les premiers renseignements et peut-être vérifier qu'ils ne sont pas concernés. Ça, c'est une question très importante et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller quand même aller voir du côté du village des addictions qui est aujourd'hui animé sous la présidence de Amine Benyamina et parce que ça permet de s'auto-évaluer, je trouve ça très intéressant. Et puis, au fond, c'est nous tous aussi dans l'environnement relationnel, les voisins, les amis, les collègues, le cadre d'entreprise. J'ai bien aimé cette phrase un jour qu'avait rapportée d'ailleurs dans notre ouvrage Micheline Clodon, qui disait finalement l'alcoolique, c'est la personne dont on parle en milieu d'entreprise, mais à qui on ne parle plus. Oui, ça aussi, ça parle. Et puis, c'est toute la société quand même, car le travail occupe une place particulière. C'est un levier très important sur lequel les intéressés peuvent agir. Donc, vous voyez, il y a, à partir de là, il n'est pas question de catégorier les gens, quoi. Je crois que c'est ça qui est important. Tu disais tout à l'heure, Cécile, j'y reviens parce que c'est fondamental dans cette dimension d'accueil.
c'est peut-être d'abord d'être dans le non-savoir. Autrement dit, d'être dans une écoute non armée, une écoute qui ne juge pas. Et je crois que c'est ça la dimension d'accueil. C'est d'accueillir l'autre comme une personne et c'est de voir la personne bien au-delà du problème de l'addiction elle-même. Et ça pose toute la question de la demande. Moi, j'avais appris dans mon champ analytique à une période, eh bien, on accompagne une personne, on la soigne à partir du moment où il y a une demande. Eh bien non, parfois la demande, là, elle est comme implicite. Quand quelqu'un vient dans le cabinet de consultation et qu'on l'accueille et qu'on le reçoit et qu'il y a déjà une transpiration, je dirais que la transpiration du patient qui est là devant nous et son stress est déjà en fait une forme de demande. Alors, diapositive suivante, peut-on et doit-on agir sur ces environnements? Alors, il y a 4 types d'environnements. Si on considère effectivement les proches, on peut et on doit agir d'abord pour soulager les souffrances qui leur sont propres, et aussi peut-être parce qu'en introduisant du changement chez un familier, on peut faciliter peut-être davantage un processus de changement chez la personne qui est dépendante de l'alcool, puisqu'on prend le cas de l'alcool aujourd'hui essentiellement. Alors oui, il faut soulager la souffrance des proches, et pour ça, commencer à leur donner des informations. Expliquer, par exemple, qu'est-ce que c'est le système de récompense, qu'est-ce que c'est une sensibilité individuelle, qu'est-ce que c'est l'addiction? Eh bien, c'est effectivement une maladie et non un vice. Et quand on dit maladie, il faut presque l'entendre au sens talmudique, c'est-à-dire qu'on a du mal à dire quelque chose. Ça me paraît très important parce que moi, j'utilise beaucoup dans les consultations une petite vidéo qui explique très bien le système de récompense. C'est très animé, c'est très vivant et les gens, ça leur parle, ça, ce système de récompense. Et puis, on peut partir de l'idée que la maladie alcoolique est une pathologie de la relation. Là, c'est pas ici, à la Coréenne, que je vais apprendre quelque chose. C'est une maladie de la relation qui est un échec de la relation à soi et de la relation aux autres. Et tu l'as dit tout à l'heure, très bien d'ailleurs, Cécile, ce qui est malade, c'est l'interaction relationnelle. Ce qui est malade, c'est que justement, il n'y a pas l'accordage. Ce qui est malade, c'est qu'on se trouve être effectivement dans quelque chose qui est isolé. Et on le sait, la problématique attachementiste, si j'ose dire, chez les personnes qui sont malades de l'alcool, c'est souvent une confrontation au vide. C'est une confrontation aussi à l'abandon. Donc, boire peut être considéré comme une réponse dans cette interaction qui est difficile, douloureuse, et on peut imaginer que changer la réponse du non-alcoolique peut influencer la réponse de boire de l'alcoolique, et c'est effectivement ce que l'on observe. Je me rappelle un jour, Emmanuel Palomino nous avait dit, voilà, il m'arrive de recevoir le conjoint, par exemple l'épouse du patient alcoolique, et bon, elle vient pour dire, c'est mon mari boit, il faut faire quelque chose, voire il faut l'interner parce que quand il boit, c'est pas un gentil mari, voire il est même un peu violent, voire éventuellement il n'est pas gentil non plus avec les enfants, et pourtant quand il boit pas, c'est un bon garçon. Et seulement c'est pas lui qui vient. Alors Emmanuel Palomino dit oui, mais moi j'entends votre souffrance, madame. Je veux bien faire un travail avec vous. Vous voyez, c'est intéressant de changer un peu comme ça le côté destinataire. Tu parlais du client tout à l'heure, ben effectivement, l'autre il est manifestement touriste, celui qui est alcoolique, il n'est pas intéressé, mais la compagne, elle, est intéressée. Et donc il fait ce travail-là avec la femme, on va dire, de l'alcoolique, et il a dit un certain nombre de fois, je me suis aperçu que le fait qu'elle puisse parler de sa propre souffrance l'a aidé à sortir un peu de sa problématique personnelle et relationnelle, mais surtout que le patient, le mari, avait changé son comportement, c'est-à-dire qu'il avait arrêté de boire sans même voir un alcoologue ou un psychiatre. Donc alors bien sûr, c'est pas la majorité, mais en même temps, ça nous montre à quel point tout se joue effectivement dans l'interaction et ça nous donne, au fond, ça valide complètement toute cette dimension écosystémique. Alors, ça c'est le cas du conjoint. Et je pense que j'ai eu l'occasion de le vivre aussi un peu avec, je me rappelle d'une ou deux patientes comme ça, où j'avais, je dirais, été dans le sens d'Emmanuel Palomino. Alors, ces femmes, après un certain nombre d'entretiens, effectivement, m'ont dit qu'elles ne souhaitaient plus venir, qu'elles se sentaient mieux, et leur mari aussi. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils vont bien non plus. Disons que plutôt le couple s'est mis d'accord parfois sur un non-changement. C'est là où il faut faire attention et qu'il y a parfois des pièges. Il serait donc intéressant toujours de s'interroger sur ce qu'on pourrait appeler la psychopathologie du conjoint. Exemple, un petit exemple clinique.
moi, je garde mes tocs et je te laisse ton alcool. Où je veux plus d'intimité, autrement dit sexuelle, et le deal est OK, tu continues avec l'alcool, mais voilà, il se passe rien entre nous à un niveau intime. Donc, on voit bien que la maladie alcoolique entraîne toute la famille dans une forme de tempête. Et si elle constitue une énigme pour l'alcoolique lui-même, elle l'est tout autant pour les familiers qui vivent dans un univers, on pourrait dire presque comme chez les Grecs, de passion, voire de folie, dans lequel on peut perdre véritablement pied. Donc, c'est toujours intéressant d'aller interroger les raisons pour lesquelles les familles acceptent pourtant aussi longtemps cette problématique. Je crois que ce qui est derrière ça, et là je remercie celle qui m'a beaucoup enseigné dans ce domaine, c'est Michel Monjose, psychanalyste, qui disait que la honte semble déterminante, et on sent bien que à travers cette honte se créent des nouveaux équilibres ou des équilibres dans le déséquilibre. Donc, effectivement, il y a des peurs de toute nature, peur de soi, peur de l'autre, peur du présent, peur du lendemain, peur de manquer d'argent, le problème du travail, peur de la maladie grave, de la mort, du suicide, enfin de devenir fou, des incertitudes, des incompréhensions à tous les niveaux, et notamment ne plus reconnaître celui ou celle qu'on a aimé et ne plus se reconnaître soi-même. Donc on sent bien que là, c'est le germe, si j'ose dire, des tensions, des violences agies ou subies, de la violence des gestes, mais aussi des mots, des silences, et on sait parfois que ces silences ont quelque chose d'incroyablement violent. Alors ici encore, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi à un moment, l'entourage ne supporte pas. Et c'est un peu comparable à la violence conjugale d'ailleurs. Dans le sens où à partir du moment où le conjoint sort de la honte et peut en parler, il va réaliser alors que la situation est totalement insupportable au sens propre du terme et qu'il faut agir pour que cela cesse. Alors je crois que ce qui est important quand on est dans la posture de soignant, c'est d'écouter, de susciter la réflexion, la remise en question chez un familier, l'aider à prendre conscience de ses possibles attitudes qui sont contre-productives, et ça permet souvent donc un soulagement, et parfois le familier va changer aussi. Nous avons tous effectivement en mémoire des conjoints qui sont venus demander de l'aide, mais en précisant bien qu'ils n'y croient plus souvent. Ils vous disent quoi? Trop de promesses non tenues, de tentatives qui ont échoué. N'est-ce pas alors le moment, je dirais, de préciser aux entourages qu'ils sont à bien des titres les moins bien placés pour aider leurs proches en direct. Et parfois, il m'arrive de dire, Madame, si vous voulez aider votre mari qui a ce problème avec l'alcool, il faut peut-être que vous acceptiez pour l'aider, que vous acceptiez de ne pas l'aider dans un premier temps. C'est-à-dire que sinon, on rentre effectivement dans une dynamique de dépendance qui fonctionne, je dirais, en cercle vicieux. Si vous voulez. Et puis, il faut un peu se libérer de certains clichés aussi vieux que dommageables, par exemple concernant la femme de l'alcoolique, qu'elle est dominatrice, castratrice, qu'elle est mère mais qu'elle n'est pas femme, qu'elle pousse au vice puis qu'elle joue la victime. On va en connaître tous ces tableaux un peu caricaturaux, mais en fait, la réalité, c'est que la femme de l'alcoolique est en général une personne passablement perdue, si j'ose dire, qui porte son histoire personnelle et familiale comme elle peut, et qui peut, dans le chaos et la folie qu'elle vit, inventer et s'accroche aux repères qu'elle peut, aux bouées qu'elle peut, et même quand les bouées sont percées, si j'ose dire. Elle gère comme elle peut sa honte, sa culpabilité, ses angoisses, et peut-être même elle se dit le ratage de sa vie, les mensonges de sa vie, l'amour et la haine qu'elle ressent, les besoins, le pardon, et parfois même le désir de vengeance. Compliqué quand même, hein. Mais on sait aussi qu'il y a des femmes qui cherchent inconsciemment. Alors, je vais peut-être choquer, mais je pense qu'il y a des femmes qui cherchent inconsciemment un conjoint alcoolique. Soit parce que papa était déjà alcoolique, et que aussi, elles auront peut-être ainsi à s'occuper de personnes qui auront toujours besoin d'elles. Compliqué les interactions. En revanche, il est intéressant de comprendre pourquoi, quand un conjoint découvre la problématique, il ne peut rien dire ou reste dans cette situation. Bon, derrière tout ça, bien sûr, il y a aussi toute la problématique, effectivement, de la violence et de l'alcool. L'essentiel du suivi de post-sevrage ou de post-cure d'un malade alcoolique réside parfois dans un travail d'accompagnement du réseau familial, tu l'as dit tout à l'heure Cécile, et généralement dans l'abstinence récente, davantage de force course à la réalcoolisation. Alors je donne cet exemple parce que on va l'appeler Madame Dupont. Alors Madame Dupont est mariée à Monsieur Dupont, qui a un problème d'alcool, et Monsieur Dupont, même les voisins disent c'est un sac à vin. Et Monsieur Dupont, il fait rien pour lui. Et Madame Dupont, alors toute la famille
la félicite parce qu'elle s'occupe des enfants, elle gère le foyer, elle gère les dépenses du ménage, enfin, elle fait tout ce qu'il faut, quoi. Madame Dupont, c'est vraiment l'héroïne de la situation. Et puis un jour, Monsieur Dupont, il décide d'aller à, je sais pas moi, dans un centre de post-cure. Enfin, il a compris qu'il se passe quelque chose, il sort de son déni et il va dans un centre de post-cure après avoir fait une petite cure de sevrage. Et puis il revient, et du coup, Monsieur Dupont, il a envie de reprendre sa place, et d'époux, et de père, etc. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Madame Dupont fait une dépression. Madame Dupont fait une dépression, et quelque part, au sein de la systémique familiale, de ce jeu d'interaction, eh bien, elle est tentée de ramener Monsieur Dupont, au fond, à la situation d'avant, c'est-à-dire la réalcoolisation. Oui, c'est pas simple. Et l'environnement de l'alcoolique, on l'a dit, c'est aussi des lieux d'aide, d'entraide et de nombreux soins qu'on rencontre avec les professionnels qui sont là en présence. On considère aujourd'hui que c'est quand même le chiffre est important. Hein. On dit aujourd'hui, bon, addiction et famille, c'était l'objet de la situation. Je crois qu'il faut faire une différence entre alcool et les autres addictions, la toxicomanie, etc. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que 80% des problèmes d'addiction réels sur le plan clinique, c'est l'alcool. 80%. Et on considère que 20 à 30% des lits des hôpitaux en France sont occupés par quelqu'un qui est là directement ou indirectement à cause de l'alcool. Donc, il faut effectivement un peu nuancer les choses. Alors, on peut espérer peut-être que, moi j'ai connu cette période, hein, que dans nos hôpitaux, on ne donnera plus d'alcool aux alcooliques en fermant les yeux ou en ne les ouvrant pas. Ça se fait peut-être encore couramment dans certains endroits. Bon, j'en sais rien. Mais enfin, je pense que cette notion d'information est fondamentale, que l'alcool reste effectivement le produit majeur et qu'il faut nous débarrasser, si j'ose dire, des idées reçues que nous avons en termes de représentation du malade alcoolique. Alors peut-être que on sait que les effets dommageables de soins prodigués avec les certitudes qui ne servent à rien, oui, c'est encore une fois croire dans les ressources du patient, c'est quelque chose d'essentiel. Croire dans les ressources même du système familial qui est capable, dans ses interactions, à partir du moment où la parole circule, où quelque chose peut être mieux compris, eh bien qu'on aura par cette présence et cet accompagnement quelque chose qui va être majeur. Et l'environnement, ça peut être effectivement les associations d'entraide, et on parle aujourd'hui beaucoup des patients experts, mais je crois que c'est fondamental aussi dans les échanges. Alors, ces patients experts qui nous en apprennent aussi quelque chose, nous, hein, c'est-à-dire que l'environnement, bien sûr, c'est des associations qui existent, on dit plus encore une fois associations népalises d'anti-buveurs, mais de patients rétablis. Alors le terme de patient expert m'a personnellement un peu dérangé. Moi, j'aurais préféré tuteur de résilience ou patient ressources. Parce que expert, c'est toujours un mot qui me dérange un peu. On est expert de quoi d'ailleurs? S'ils sont experts de leur vécu, peut-être, mais ça donne une posture, je trouve, parfois un petit peu trop caricaturale. Bon, enfin, ça, c'est mon point de vue. Et l'environnement, c'est aussi nous tous, amis, voisins, collègues, puis aussi les employeurs. La société en tant qu'environnement de l'alcoolique peut-elle contribuer, je dirais, à son accompagnement? Ben oui, je pense que la réponse est affirmative, oui, en particulier en changeant quoi? Mais en changeant la façon dont on regarde la personne. Rappelons-nous ce que disait Michel Monjose, je crois que je l'avais dit lors du dernier webinaire, tout soin s'il est dénué de jugement, et ça se lit dans le regard, tout soin s'il est dénué de jugement est déjà en soi thérapeutique. Donc, voilà, c'est déjà cette manière de ne pas culpabiliser, de croire dans la possibilité, l'accueil, la rencontre, le début d'une rencontre qui, au départ, est difficile. Elle ne peut être que tangentielle, effectivement, parce que le patient qui est enfermé dans sa prison alcool, si j'ose dire, il est dans un temps circulaire. C'est le temps du vidage et du remplissage. Et puis, nous, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, la rencontre, elle est un peu tangentielle. Et rappelons-nous ce que disait Jean Maisondieu, quand même, dans son ouvrage, dans la préface ou le sous-titre de son bouquin Les Alcooléens. Bien sûr, il était totalement conscient que le terme alcooléen n'allait pas être retenu,
Mais c'était pour dire qu'il faut rompre avec le vocable alcoolique qui est trop stigmatisant. Et il disait, Jean Maisondieu, que nous avons eu la chance d'accueillir plusieurs fois au CRA d'ailleurs, sans la honte, il ne boirait pas, sans le mépris, il guérirait. Je trouve que cette phrase, elle est très forte quand même, et elle mérite qu'on y réfléchisse un peu. Et puis, je me rappelle de patients, mais Jean Maisondieu le citait aussi, hein, c'est-à-dire quand on demande, par exemple, à des personnes qui sont dans la maladie alcoolique, ce qu'il aurait été bon de faire ou de ne pas faire à leur égard, notamment à l'époque où ils allaient mal, mais ne reconnaissant pas forcément leur pathologie, leur première réaction est d'abord un temps de perplexité, ce qui montre que rien n'était facile. Puis ils nous disent, et ça, il faut le retenir, il fallait moins nous juger et davantage nous comprendre. Certains diront, il fallait nous parler avec bienveillance. Ça renvoie à l'accueil. C'est aussi aujourd'hui possible grâce aux explications que l'on donne effectivement du circuit de récompense. N'oublions pas que le silence tue parfois plus que les produits. J'insiste là-dessus. Alors peut-être maintenant on peut passer à la diapositive suivante, c'est-à-dire que c'est la notion de thérapie familiale, analytique ou thérapie systémique. Quelle est la grande différence? Alors là, je vais être assez rapide, mais bon, je suis pas formé à la thérapie familiale, mais je regrette un peu d'ailleurs, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à apprendre. Quand on travaille en intrapsy, c'est-à-dire vraiment l'insight, on travaille sur les contenus émotionnels, et là on est davantage effectivement sur les thérapies familiales d'inspiration analytique. C'est vrai que quand on est dans le systémique, eh bien on travaille davantage sur les processus interactionnels, tu l'as dit tout à l'heure Cécile. Alors lorsqu'on a quelqu'un qui est alcoolique entre guillemets dans une famille, il faut toujours se rappeler que c'est lui qui organise quelque part les interactions familiales. D'autant qu'il y a tout ce problème, effectivement, de codépendance. Mais ça se découpe pas aussi facilement que ça, hein, bien évidemment. Et puis, encore une fois, j'en insiste, mais faire la différence entre toxicomanie et clinique alcoolique, on pourra en parler dans la discussion, parce que après, il va pas, je vais prendre trop de temps pour commenter ça. Je dirais que je me rappelle d'avoir discuté avec Daniel Bassonfin, sur quelque chose qui m'a, moi, personnellement, apporté quelque chose. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on dit souvent, vous savez, quand ces personnes-là souffrent effectivement d'un vide, d'ailleurs, ils nous le disent, hein, je suis là pour remplir un vide. Hein, je suis là pour remplir un vide. D'accord. Je bois pour remplir un vide. Il faut peut-être tout simplement les aider à se représenter au fond ce qui se passe en eux à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il me donne comme image et comme métaphore, Daniel Bassonfin? Il dit la personne, c'est comme un œuf. Donc, il dessine à ce moment-là sur un paperboard, il dessine un œuf ou une diapo, peu importe, qui représente l'être humain. Mais il dit à l'intérieur de l'œuf, on dessine un cercle chaotique qui contient une part fragile, des sortes d'anfractuosité liées à la dimension traumatique. C'est cette part fragile qu'il dessine, et c'est pas effectivement quelque chose de lisse. Et l'intérêt, c'est qu'il y a une part de soi qui a été maltraitée et fragile. Et si on met un liquide dedans, le liquide prend la forme du contenant. Toujours. Un liquide prend toujours la forme du contenant. Et ça fabrique de la complétude, quelle que soit la forme du trauma qui était en amont. Ça crée, on peut dire, de l'illusion que ça répare. Et là où je discutais, et j'étais au départ pas d'accord avec Daniel Bassonfin, je dis oui, mais c'est une pure illusion. Et il me dit non, non, c'est pas une illusion, parce que ça marche. Et effectivement, ça marche depuis, je dirais, depuis des décennies, voire des siècles, cette histoire. C'est-à-dire que si on met du liquide dans une part solide, on l'a comblé. Et la caractéristique du liquide, c'est qu'il prend toujours la forme du contenant, ce qui n'est pas le cas avec les stupéfiants, même en forme injectable. Donc l'alcool, c'est facile, ça comble là où on en a besoin. Et c'est peut-être ça, l'une des 14 propriétés psychothérapiques de l'alcool. C'est fou quand même, parce que c'est un objet disponible, fidèle, reproductible, etc., et qui donne, et ça marche, effectivement, moi j'ai dit l'illusion d'une complétude, ben non, ça donne effectivement une complétude, mais c'est une complétude par contre qui est très évanescente, qui va disparaître, d'où le besoin d'y revenir, si j'ose dire. Voilà, donc on le sait, l'alcool c'est aussi un lubrifiant social, on voit ça dans les familles, ça synchronise les choses. Ça c'est une notion importante aussi, c'est une notion sociologique très importante. Quand une famille fait la fête le samedi soir, elle se synchronise autour de l'apéro. Alors, je pourrais faire le trait d'humour en disant
ne cherchez pas midi à 14 heures, sinon vous allez toujours rater l'apéro. Bon. Mais le pire, c'est que quand il y en a un qui va exagérer, il va prouver que ça répare beaucoup mieux et une fois, il va encore synchroniser la famille sur sa problématique dans sa posture de patient désigné. Donc, quelque part, l'alcool individuel comme collectif, ça synchronise et ça développe une forme d'empathie. On pourrait dire même ça crée de l'empathie. Alors, diapositive suivante, peut-on et comment agir sur ces environnements et quels sont les grands pièges, je dirais, qui sont présents dans la gestion de cette complexité? Parce que il est bien question de ça et je pense que ça renvoie aux ouvrages d'Edgar Morin sur la gestion de la complexité. C'est exceptionnel qu'il ne faille pas tenir compte de l'entourage. Le premier piège, à mon sens, c'est d'aller trop vite, de se précipiter. Quand on commence à travailler avec les familles dans les premiers entretiens, elles arrivent en désignant celui qui a le problème. On vient parce qu'on nous a dit de venir, mais le problème, c'est lui ou c'est elle. On connaît tous ça. Et si on renforce trop vite cette affaire-là, on s'embarque dans quelque chose qui va faire que l'on fait nous-mêmes partie du problème, et en même temps, on fait partie de la construction du déni. Ils sont même pas assis, qu'ils essaient déjà de se coaliser. Dans l'idée même, c'est que eux, comme vous allez penser que le problème, c'est lui ou c'est elle. Et une fois qu'ils vous ont réussi à vous inscrire dans le problème, c'est inscrit dans le marbre, si j'ose dire, et vous en avez pour 2 à 3 ans pour vous dégager de ça. C'est-à-dire que lorsque vous démarrez la relation thérapeutique, vous entendez que le problème, mais il faut le recalibrer dans la forme, ce qu'ils disent, sans pour autant les disqualifier. C'est très dans la nuance, c'est très difficile et c'est très délicat. Et c'est pour ça qu'il faut savoir vraiment être assez à l'aise sur l'écoute réflexive et ce que j'appellerais en thérapie narrative sur ce qu'on appelle les lignes éditoriales. Bon, passons là-dessus. Je crois que ce qui va être fondamental, et j'en aurai encore pour à peu près 10 minutes, on essaie d'abord de dissocier l'être du comportement, fondamental, et rendre toujours la pathologie plus petite que la personne, plus petite que la personne. Effectivement, on peut dire des phrases comme « Effectivement, si je comprends bien, votre mari et votre père ont un comportement extrêmement douloureux pour vous, mais j'entends que c'est aussi extrêmement douloureux pour lui aussi. » C'est-à-dire que dans nos mots et à nous, on va encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, dissocier l'être et se comporter. Parce que sinon, les gens vont vite être inscrits dans ce que j'appellerais les doubles liens. On connaît très bien ça avec l'école de Palo Alto, du genre bon, tu as fait un sevrage maintenant, on va fêter ça au champagne, bon, tu as arrêté, c'est super, tu nous as emmerdés pendant 30 ans, tu ne voudrais quand même pas qu'on te donne une médaille parce que tu as arrêté. Et en plus, on est au premier de l'an, tu pourrais boire un coup comme tout le monde, ça va pas te tuer. On connaît toutes ces phrases-là qui ramènent l'autre, effectivement, dans quelque chose qui est, bien sûr, extrêmement difficile. Alors, on pourra y revenir tout à l'heure davantage dans la discussion. Il y a quand même des modélisations qu'on peut faire des types de codépendants. Hein. Il y a le codépendant qui cherche à regarder le contrôle de la relation, mais là, on est dans le triangle de Cartman, hein. Sauveur, victime, persécuteur. Il y a ceux qui, encore une fois, sont hyper engagés dans cette dimension de sauvetage. Pour eux, c'est presque une mission existentielle. Bon, et puis, il faudrait pouvoir dire aussi quelque chose des enfants, parce que les enfants, ils souffrent aussi considérablement. On va peut-être passer la diapositive suivante par rapport aux enfants. Après, existentiellement motivés, si j'ose dire. Voilà, merci pour la diapo. Parce que combien on s'aperçoit parfois que ces enfants sont adultisés trop tôt, quoi. Cette petite fille de 12 ans qui se trouve jouer un rôle de véritable maman, de petite mère pour ses frères et sœurs. Et bien sûr, à un moment, ça va se payer et la facture va être très chère de tout ça, quoi. Et donc, il faut aussi prendre en compte cette dimension des enfants pour sinon pas que les choses, je dirais, se dégradent après et que ça fait partie aussi de l'accueil, effectivement, des enfants. Il faut savoir en parler. Car les enfants de parents alcooliques, père ou mère, présentent un taux élevé de problèmes extériorisés. On connaît, hein, tempérament difficile, un peu caractériel, hyperactivité, impulsivité, agressivité. Ils présentent un taux élevé de problèmes aussi intériorisés comme anxiété et dépression, voire parfois des tentatives de suicide. Ils ont des difficultés sur un plan cognitif, souvent un retard scolaire ou une difficulté scolaire. Et ensuite, eh bien, parce que c'est au fond comme une sorte de modèle, et là c'est grave parce que c'est une graine
c'est une graine d'addictologie, si j'ose dire. Ils montrent une plus forte tendance à consommer des drogues plus tard ou de l'alcool. Et le risque, c'est de voir apparaître ces problèmes qui vont se trouver exacerbés lorsque les parents sont accablés et qu'ils n'arrivent plus à gérer justement cette dimension. Diapositive suivante. On va essayer de faire juste cette notion un petit peu de, je dirais, de synthèse, c'est-à-dire que je crois que ce qui est essentiel, c'est justement de comprendre que la démarche thérapeutique, eh bien, c'est prendre en compte toute cette dimension environnementale. Car, je le dis souvent dans les cours ou dans l'enseignement, l'addiction, c'est mettre une sensation à la place d'une émotion. L'addiction, c'est une maladie de la relation, c'est une maladie, justement, de l'interaction relationnelle et de l'accordage. Et quand il y a cette disharmonie, alors ça devient effectivement très difficile. Donc, il faut à chaque fois, ça nous renforce dans l'idée, l'intérêt d'associer effectivement ceux qu'on appelle les codépendants dans l'accompagnement du dépendant. Et en même temps, il y a plusieurs objectifs là-dedans, car on va bénéficier de leur expérience relationnelle, on va pouvoir créer des situations ou des jeux de rôle qui sont particulièrement intéressants. Je sais, par exemple, je donne ça parce que c'est une chose que je pratique. Hein. Si je reçois un codépendant, je le reçois par exemple, Madame Dupont, Monsieur Dupont. Et je vais demander à Madame Dupont, je vais la transformer, Madame Dupont, en témoin, en sens narratif. On va l'appeler le témoin extérieur, ou presque une posture de témoin. Voilà, tout simplement. Et je vais dire à Madame Dupont, avant que je parle à votre mari, je vais parler à vous, Madame Dupont. Et je voudrais savoir, ça m'intéresserait de savoir, je peux vous poser une question un peu étrange peut-être, mais est-ce qu'il y a eu dans votre vie quelqu'un où vous êtes senti aimé inconditionnellement, écouté inconditionnellement? Alors elle va me dire, oui, ma grand-mère maternelle, par exemple, est quelqu'un qui m'a écouté, vraiment, chaque fois, c'était quelque chose d'un peu inconditionnel. Et puis je lui demande de raconter 2 ou 3 anecdotes qui valident ça, c'est-à-dire que ça s'inscrit un peu dans, ça s'ancre dans elle-même, parce que toute la dimension corporelle est fondamentale. Et une fois qu'on a fait ce petit travail pendant quelques minutes, une dizaine de minutes avec Madame Dupont, j'ai dit, écoutez Madame Dupont, maintenant, je vais parler avec Monsieur Dupont et je vous demande d'écouter ce que va dire Monsieur Dupont, comme si vous étiez votre grand-mère. C'est-à-dire qu'encore une fois, nos yeux, nos oreilles sont relationnelles. Et elle va écouter Monsieur Dupont, qui va en parler de son problème d'alcool, qui va parler de son problème et de ses souffrances, comme si elle était la grand-mère. Eh bien, faites-le et vous verrez, c'est étonnant. Souvent, ce qui se passe, c'est que ça déclenche éventuellement des larmes chez Madame Dupont, et elle va dire, je ne pensais pas qu'il souffrait autant. Ouais, c'est-à-dire qu'on développe effectivement un courant empathique qui change complètement la donne. Et ce petit décalage, ce pas de côté, est fondamental dans la relation, et ça, c'est inspiré effectivement de toute la dimension du narratif. Voilà. Merci pour votre attention, et puis nous reviendrons à travers le champ de la discussion une fois que nos viennoiseries ont été distribuées avec le café comme il se doit. Merci beaucoup, professeur Osterman, et merci beaucoup, Madame Gatti, pour votre exposé, qui est fort intéressant et très accessible. Donc, un grand, grand merci. Je propose du coup une petite pause. Il est 11h10, qu'on se retrouve à 11h20 au plus tard. Comme ça nous permet de centraliser, de vous laisser aussi un petit temps pour boire ou voilà, faire une petite pause et on se retrouve très vite. Voilà. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci. Alors, je vous propose de reprendre tranquillement. Un grand merci pour toutes les questions posées. Et puis, on va tenter en tout cas de prendre un temps pour répondre à certaines d'entre elles. Je vous ai transmis assez rapidement un mail avec quelques questions. Du coup, je vous propose de commencer par l'une des questions qui est la suivante. Quels sont les lieux ressources pour la famille, groupes d'entraide, etc. Que pensez-vous des associations d'entraide destinées à l'entourage du malade alcoolique? Voilà une première question posée par le groupe. Cécile, tu veux commencer? Ben, d'accord, moi je suis plutôt effectivement très favorable au groupe d'entraide pour les familles, notamment pour les adolescents ou pour les enfants, parce que ça existe effectivement spécifiquement pour eux.
Déjà, c'est un moment où ils vont pouvoir parler de ce qui se passe à la maison, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils peuvent percevoir de tout ça, ressentir de tout ça, et ce qu'ils peuvent faire ailleurs. Donc déjà, le fait de pouvoir décharger un petit peu tout ça, et aussi également de ne pas se sentir seul face à ce type de situation, avec les autres enfants et les autres adolescents reçus dans ces groupes. Voilà, on se sent plus compris, il y a une reconnaissance un petit peu de cette posture, de ce statut d'enfant, d'enfant codépendant. Donc, pour les enfants, c'est toujours très intéressant qu'il y ait un espace. Pour les autres membres de la famille aussi, bien sûr, même si parfois, venir consulter en cabinet, ça peut parfois être un peu plus simple pour les codépendants. Ceci dit, se retrouver entre eux, c'est toujours en lien avec la reconnaissance, en lien avec se sentir moins seul, se sentir épaulé. Et ça, c'est, à mon avis, très, très, très important. Et puis, c'est bien fait. La plupart du temps, c'est très, très bien fait. Très bien. On en retrouve ça, ces ressources, ces espaces. C'est commun à la plupart des villes. Enfin, c'est compliqué à trouver ce type d'espace, de lieux. Dans les grandes villes, il y en a quand même pas mal. Hein, autour de Bordeaux, ouais, il y en a pas mal. Je sais que les alcooliques anonymes faisaient quelque chose en ligne aussi pour les jeunes. Oui. Donc là, ça permettait effectivement un accès à l'ensemble de la France. Est-ce qu'il serait possible, Shona, justement de mettre en lien sur le site, de donner les adresses où on pourrait le voir ensemble, pour que chacun puisse retrouver assez facilement les adresses, les téléphones, etc. C'est ça. Je trouvais ça intéressant, oui, tout à fait. Sur notamment notre site Addictoclick, vous pensez à celui-ci? Voilà. Ouais, par exemple. Faudrait qu'on refasse totalement. C'est à ça aussi que je pensais. Merci beaucoup pour cette première question. En complément de cela, alors je reprends pardon mon document. Impliquez-vous systématiquement la famille ou les codépendants dans l'accompagnement de vos patients dépendants? Alors le mot systématique me dérange toujours. C'est pas systématique, mais le plus souvent possible de faire participer. Juste la question d'avant, rappeler quand même qu'il y a les alcooliques anonymes, il y a les alatines aussi pour les jeunes, il y a les alanons aussi. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Et puis il y a beaucoup d'endroits où il y a des groupes de parole, y compris dans certains XAPA. Toi-même, Cécile, tu animes pour les troubles des conduites alimentaires, dans les addictions alimentaires, des groupes de parole. Tu t'occupes de l'Institut des conduites alimentaires de Bordeaux, dont j'ai la charge de la présidence, mais j'y suis pas hyper actif. Je l'étais beaucoup plus avant, mais bon, voilà. Voilà, je crois que cette réalité de créer effectivement un réseau d'entraide est absolument fondamentale. Alors revenons sur la question d'après. Donc vous dites sur le Shona, sur le côté un peu, oui, pas systématique, mais autant qu'on puisse le faire, je crois que c'est toujours gagnant. Mais très souvent, il y a des oppositions, c'est-à-dire le problème, c'est lui, encore une fois, c'est le patient désigné, et c'est pas moi. Et on le voit très bien aussi, par exemple, dans les familles où il y a la jeune fille anorexique. C'est elle qui est désignée, c'est elle le problème, et c'est pas nous, quoi. Enfin, soi-disant les parents. Et là, c'est le tact, c'est l'accueil, c'est l'information dialectisée qui permet à un moment que ça bouge, quoi. Tout à fait. Et puis, c'est vrai aussi, tout ce travail sur les interactions fait qu'on va toucher la famille, même à travers un seul des protagonistes de la famille. Voilà, c'est aussi ça, ce vecteur de soins à travers chaque membre de la famille. Ça peut être un seul membre. Et dans certaines écoles de thérapie brève, ils vont recevoir qu'un seul membre de la famille. D'accord. Mais ça peut être la famille nucléaire, ça peut être la famille élargie. Ça dépend aussi de la manière de travailler. D'accord. Je comprends bien. C'est un peu, pour reprendre ce que dit Cécile, pour rebondir, c'est l'idée du mobile de Calder. Le mobile de Calder, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça dans la construction, il y a un fil et puis il y a plein d'objets comme ça, c'est mobile, et il suffit d'en bouger un pour que tout bouge. Il y a même une idée que j'utilise en thérapie, là, dans la relation individuelle, qui est de demander à la personne qui souffre d'addiction, là en l'occurrence à l'alcool,
mais de changer un meuble dans son environnement proche. Faire l'achat d'un nouveau fauteuil ou je sais pas, d'un meuble important pour lui ou pour elle. Eh bien, on s'aperçoit à ce moment-là que le fait de créer un début de changement, créer le mouvement pour changer. C'est juste, mais on a tous fait cette expérience. Vous décidez, vous dire, tiens, je vais ranger ma bibliothèque. Oui. Et je vais faire aujourd'hui qu'un rayon. Je vais faire qu'une partie parce que ça va me prendre trop de temps. Ben, commencez à changer et vous faites le tout, quoi. Oui, toute la pièce. Je suis bien d'accord. Merci beaucoup. Si, juste pour compléter, c'est vrai aussi que si on s'adresse à la bonne personne, à celui qui est vraiment demandeur d'un changement, les choses vont pouvoir s'enclencher. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, quand voilà, s'adresser à la bonne personne, c'est si on s'adresse à celui qui est moteur du changement, qui est le plus dérangé par la situation, les choses vont pouvoir s'enclencher dans le changement. Alors que si on s'adresse à celui qui est plutôt dans la résistance ou réfractaire ou qui ne voit pas le problème, ben, ça va bloquer. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Il y avait une question sur l'accompagnement des enfants. Est-ce que vous les recevez? Ah oui, moi je les reçois quand il y a cette problématique-là. Ça a été le cas, pas cette semaine, mais la semaine dernière. Et c'est étonnant d'ailleurs la puissance que ça peut avoir quand l'enfant commence à parler, qui commence à exhaler un peu toutes ses souffrances et ses difficultés en présence. Et là, on fait circuler la parole et puis il y a tout un jeu au sens winnicotien, quoi. On fait bouger cet espace de parole et ça a beaucoup d'influence, bien sûr. Merci. Au niveau, est-ce que il y a des données sur les transmissions, les répétitions transgénérationnelles? C'est une question qui est revenue plusieurs fois. Oui, alors sur les transmissions, d'abord, il faut bien reconnaître qu'on est tous, on a tous des déterminants génétiques. Hein, c'est très connu avec les travaux de Philip Gorwood, par exemple, sur le tabac. Je pourrais donner les éléments, ou je vous donnerai, par exemple, la référence d'une publication qu'il a fait autour du tabac et de l'alcool, par exemple. On voit bien qu'il y a des déterminants génétiques, mais ça ne veut pas dire qu'on est génétiquement déterminé. Heureusement, il y a l'épigénétique, c'est-à-dire au-dessus de la génétique. Et en fonction du contexte affectif, du contexte relationnel, le gène s'exprimera ou s'exprimera moins. Il est évident que si mes deux parents sont dans une problématique d'alcoolodépendance, j'ai plus de chance en tant qu'enfant, si j'ose dire, de chance de me retrouver un jour à choisir effectivement l'alcool, enfin, ou d'être choisi par l'alcool. On devrait plutôt dire ça. Non, mais c'est important cette question. Puis il y a toute la question dans la transmission aussi, je dirais, il ne faudrait pas oublier, bien sûr, il y a la dimension de la transmission génétique, mais il y a la transmission des secrets de famille aussi. Tout à fait. Les traumatismes, pour reprendre l'expression de Serge Tisseron, suintent, hein, ça fait une espèce de ricochet quand même dans le psychisme de l'enfant, et qu'il faut prendre en compte cette notion de traumatisme, de secret de famille, tous ces non-dits qu'il y a pu y avoir, comment tout ça va s'organiser, si j'ose dire, et essayer d'être, encore une fois, l'alcool, comme toute addiction, c'est d'abord une solution avant d'être un problème. C'est-à-dire qu'on va chercher d'abord comment apaiser la souffrance. Et ça, il faut le valider. Hein. Moi, j'ai dit souvent aux patients alcooliques, un jour, vous remercierez l'alcool. Peut-être même vous ferez une lettre à l'alcool, comme avait fait Reggiani d'ailleurs. Et je trouve que c'est le fait, comme je dis aussi dans les troubles des conduites alimentaires, faites une lettre à votre corps, qui est souvent honni, détesté, etc. Et c'est extraordinaire ce qui sort, parce que là, on personnifie quelque chose. Comme le problème, on dit en thérapie narrative, c'est la même problématique avec l'alcool ou les toxicomanies, c'est qu'à un moment, tous ces gens-là, toutes ces personnes-là qui souffrent, elles sont dans une perception étroite de leur vie. Donc, elles sont convaincues qu'elles n'ont pas le choix. Par exemple, le fait de les initier à une expérience d'hypnose ericksonienne leur montre qu'on passe d'une perception, on peut passer d'une perception étroite à une perception plus large, ce que François Roustan appelait la perceptive. À partir du moment où il y a une perception plus large, eh bien, on voit différemment. Et comme on voit différemment qu'il y a plus de choix que je pouvais l'imaginer, à partir du moment où il y a plus de choix, réintroduire du choix, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre à un moment non plus de se sentir dans un entonnoir, c'est le cas de dire, mais de dire, ben là, il y a des possibles. Et c'est les accompagner sur cette randonnée à deux
dans l'accompagnement, quoi. C'est-à-dire que là, il y a d'autres chemins possibles qu'on peut expérimenter. Je crois qu'il faut parler plus que je dirais, de thérapie en tant que telle, comme ça, de façon un peu magistrale, de parler d'expérience. Ce qui est important, c'est leur permettre de faire une expérience. Voilà. Expérience de sensation, expérience de régulation émotionnelle. Parce que finalement, je le redis, hein, et l'addiction, c'est d'abord mettre une sensation à la place d'une émotion qui n'est pas régulée. À partir du moment où je suis en mesure, par l'accueil, par l'accompagnement, de créer un espace davantage sécure sur le plan de la vie intérieure, eh bien, on va dans le bon sens. On peut utiliser aussi la méthode Tipeee, hein, c'est-à-dire la technique d'identification des peurs inconscientes. Il y a plein de méthodes. Mais au-delà de la méthode, ce qui est fondamental, c'est quel lien, comment s'établit la relation, est-ce qu'on a réussi à créer un accordage, comment se fait l'alliance thérapeutique. Et ça, c'est toute l'avance de la parole et l'avance de la confiance. Très bien. Merci beaucoup. Il y avait aussi plusieurs questions sur le lien forcément avec la famille, quand la famille est éloignée, ou comment retisser du lien entre, par exemple, un adolescent et un parent alcoolique lorsque celui-ci est rompu. Cécile. Oui. Alors, ça s'est rompu, ça c'est relatif aussi, hein, quand la parole ne peut plus circuler en tout cas, ou quand on pense qu'elle est rompue, ça va venir aussi de qui demande. Est-ce que c'est le parent, par exemple, qui consulte, qui est malade et qui consulte, qui demande, ou est-ce que c'est l'enfant qui demande à être entendu là? Donc on va partir de cette demande aussi toujours. Et il peut y avoir tout un travail aussi en individuel avec la personne demandeuse pour travailler sur cette interaction avec ce parent éloigné, ce parent avec qui la parole est rompue. Et ça peut être aussi dans la confrontation, dans la relation, les mettre ensemble dans le cabinet, pouvoir en parler. L'idée, c'est toujours de laisser s'exprimer celui qui pense avoir besoin de s'exprimer autour de ça et que l'autre puisse l'entendre. Donc, ça peut être verbalement, mais ça peut être aussi, Gérard parlait de faire une lettre à son corps, mais ça peut être faire une lettre à son parent ou à son enfant. Donc, voilà. Donc, la parole, elle peut être rompue pendant un certain temps, elle peut être en pointillé, et puis nous, on est là pour aider aussi la personne à reconsidérer sa relation avec le parent ou l'enfant et à ouvrir un possible, un coup de téléphone, une invitation, une lettre, ou effectivement se retrouver ici au cabinet pour pouvoir en parler. D'accord. Merci beaucoup. Il y avait une question aussi concernant le milieu professionnel. Je reprends. Donc, l'alcoolisation en milieu professionnel, la dépendance, quelle gestion dans l'environnement professionnel, quel accompagnement possible par les pairs, les collègues, RH, place du médecin du travail. Qu'en pensez-vous? Alors ça, c'est une vraie question qui supposerait un autre webinaire. Hein, parce que... Oui, c'est ce que je me disais aussi. Non, parce que c'est toute l'information qui est donnée, puis en même temps, le secret auquel nous sommes tenus. Hein. Oui. J'ai vu des dérives parce qu'il y a des certificats qui sont passés où la personne va être stigmatisée comme, entre guillemets, alcoolique, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau du management. Donc là, il faut être très, très vigilant là-dessus. Et en même temps, je trouve que c'est dommage qu'en milieu d'entreprise, il n'y ait pas plus d'informations qui soient données autour de la problématique addictive d'une façon générale, alcool en particulier. Alors sur le tabac, ça va, ça passe relativement bien, parce que c'est la même source de honte quand même. Hein. Exactement. Il y a de la culpabilité, mais il n'y a pas de la honte au même titre que par rapport à l'alcool. Hein. Et ça peut avoir des conséquences, effectivement, tout à fait dommageables. Donc, je crois que c'est une vraie réflexion à mener, peut-être au niveau de la Coréade, au niveau de la diffusion d'une information dans les milieux d'entreprise, dans le management, etc., pour justement se libérer un peu des représentations, des a priori, des idées reçues en matière de alcool et travail. Il faut bien reconnaître quand même que, par exemple, en fonction des lieux de travail, c'est un peu différent. Quand même. Dans le bâtiment, c'était le boulon de 33, autrement dit la bière. Dans la police et chez les pompiers, c'est connu. Même en médecine, dans les milieux de réanimation, etc. On voit bien que l'alcool sert à réguler quelque chose. Mais ça manque un peu de... Alors là, il sert peut-être de lubrifiant, mais souvent, il sert aussi de moyen d'expulser quelqu'un. Tout à fait.
Mais c'est vrai que nous, c'est pas quotidien, mais en tout cas, c'est très, très fréquemment que nous recevons des demandes de la part des entreprises et des structures pour intervenir sur cette thématique. Et c'est vrai que c'est, Bah, comme vous c'est très l'avez bien. dit, c'est très complexe et on est en train de voir comment on peut, voilà, intervenir, comment aussi les autres partenaires de la région s'en saisissent, puisque c'est une réelle question, sur laquelle il faut s'y pencher, qui est très globale, en fait, aussi sur Mhm. du temps. Donc, on reviendra aussi vers vous, professeur Osterman, pour tout ça. C'est une question aussi qui est apparue dans le forum. Donc, je reprends. Bonjour et merci pour cet échange. Je ne prends pas encore en soin les patients à la problématique de dépendance à l'alcool. Je fais par contre beaucoup d'accompagnement au sevrage tabac. J'ai souvent, relevé ce sentiment de vide vécu par les patients au sevrage. Qu'en pensez-vous? N'y a-t-il pas une constante dans les addictions au-delà du produit? Merci. Alors, je trouve que c'est une excellente question et je remercie la personne qui l'a posée parce que, ayant été formé un peu à l'école psychosomatique de Paris et avec aujourd'hui Jean-Benjamin Stora, qui est le fondateur de l'école psychosomatique intégrative, quand un symptôme, là en l'occurrence la bouteille, mais ça peut être le tabac de la même façon, quand on s'appuie dessus et depuis des années, il est intégré au psychisme. Le fait d'enlever, comme si on voulait comme ça se débarrasser d'un symptôme, c'est juste dangereux en termes de qu'est-ce qui se passe au niveau d'un nouvel équilibre. Pierre Marty disait toujours, par quoi vous voulez remplacer la cigarette? Qu'est-ce que vous avez trouvé pour remplacer la cigarette? C'est évident que la réponse, elle était donnée implicitement aujourd'hui, c'est le lien, c'est la qualité d'un lien. C'est-à-dire que l'addiction se soigne par la création d'un lien solide qui permet un attachement sécure. S'il n'y a pas ça, eh bien on se trompe complètement parce que on a vu des gens qui étaient, par exemple, qui partaient. Alors je vais peut-être choquer des gens parce qu'il y a des gens qui sont, moi je l'ai été aussi, hein, formés au TCC par exemple. À un moment, il y a une équipe à Milan, c'est hyper intéressant d'ailleurs. C'était Alain Rigaud qui m'avait confié la publication des gens à Milan à une époque où les TCC venaient juste d'émerger. Mmh. Et donc, je me rappelle plus du nom de ce patron-là qui disait bon, il faudrait que mes équipes, là, le chef de clinique et l'infirmière, aillent se former aux États-Unis à la dimension des TCC parce que il semble que par rapport à notre bricolothérapie habituelle, ils ont de meilleurs résultats. Donc, c'est effectivement ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'il a envoyé un chef de clinique et une infirmière se former en thérapie cognitivo-comportementale. Et ce type a été relativement astucieux parce que il a donc fait une étude randomisée. Il y a eu un groupe, on va dire, bricolothérapie habituelle et un groupe TCC structuré. Et effectivement, dans le groupe TCC structuré, au bout d'un an, il y avait un pourcentage d'abstinents, donc on va dire d'amélioration de buveurs rétablis, beaucoup plus important que dans le groupe, comme on fait d'habitude, la bricolothérapie. Bon, c'est pas péjoratif, hein, la bricolothérapie, ça fait partie de la thérapie. Mais il a gardé les patients, il a gardé le listing, les a gardés en ligne, si j'ose dire, et il a fait une étude à 5 ans après. Et dans 5 ans après, dans le groupe TCC, eh bien, il y avait plus de suicides, plus de maladies somatiques et d'autres formes de décompensation. Ce qui prouve bien que si on ne prend pas en compte la notion du terrain et à quoi a servi, quelle est la fonction au fond de l'objet d'addiction ou du comportement addictif, on peut pas quelque chose. Enfin, voilà. Je pense que cette étude n'a pas été contredite et Alain Rigaud m'avait dit, c'est dommage que c'est pas pour critiquer ou casser les TCC, hein. C'est pas ça, c'est dire les TCC c'est une chose, et encore une fois, il ne faut pas opposer les méthodes, mais les apposer et prendre en compte la notion de terrain, de ce qui se passe, de l'histoire du sujet. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas opposer encore une fois la notion je dirais, de comportement à la notion d'insight au sens psychodynamique. Voilà, c'est un moment, la personne fait au mieux de ce qu'elle peut avec son psychisme. Et encore une fois, c'est d'abord une solution avant d'être un problème. Eh bien, on ne peut pas se débarrasser d'un symptôme comme ça. Voilà, je pense profondément. Ben, merci beaucoup pour ces précisions. Quelqu'un demande s'il est possible d'avoir les références de cette étude, si vous les retrouvez. De l'étude de Milan, ouais. Oui, je pourrais la retrouver, oui.
C'est super. Alain Rigaud qui me l'avait confié, mais je dois l'avoir dans mes archives et j'ai trouvé que c'était effectivement très intéressant. Tout à fait. Merci beaucoup. Une autre question qui est arrivée sur les entretiens parents-enfants avec des outils tels que le Dixit, que vous devez connaître, un jeu classique utilisé dans des séances, qui permet de travailler les relations, les représentations des liens. Utilisez-vous ce type de support? Vous utilisez des jeux, des outils un peu spécifiques dans les entretiens parents-enfants? Alors moi, je n'utilise pas Dixit, hein, mais je pense que chaque outil qu'on va savoir utiliser, maîtriser, bien comprendre, on peut l'utiliser, effectivement. C'est vraiment une question d'appropriation des outils aussi, de vérification aussi de leur utilité, hein, et de leur efficacité dans les séances. Voilà, l'idée, c'est effectivement d'amener quelque chose, de ne pas laisser du rien, et éventuellement d'être dans la création aussi, dans la créativité autour de ces outils. Donc, voilà. Tous les outils peuvent être bons, il suffit de bien les connaître et de savoir ce qu'on veut en faire. L'idée étant effectivement, qu'est-ce qu'on veut travailler avec cet outil? Oui. Voilà. La représentation, la relation, rétablir du lien. Voilà. Là, c'est super, oui. Alors effectivement, j'ai des patients qui m'en ont parlé et je dois, à la vérité dire, je me suis renseigné la semaine dernière, oui, c'est tout à Ah, fait actuel, pour commander ce jeu de cartes Dixit qui suscite l'imaginaire et rétablit ce que Winnicott appelait le jeu relationnel, suscitant l'imaginaire et la fonction symbolique par le langage. Ouais. Mais ça peut être aussi du photolangage, hein, on peut aussi travailler comme ça. Hein. Je crois que c'est important d'avoir un support qui autorise effectivement la parole. Quoi. Très bien, merci beaucoup. On demande aussi si on peut avoir la référence de la vidéo dont vous parliez sur le système de récompense. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Je vous mettrai une petite note à la fin Oui, de ce je peux webinaire. même vous l'envoyer. Je pense que je peux vous l'envoyer carrément en vidéo. De toute façon, elle est sur YouTube, mais bon, c'est très bien fait. Hein. Ça touche aussi bien les problèmes d'addiction d'une façon générale. Elle dure, D'accord, je crois qu'elle dure 3 ou 4 minutes, 3 minutes. d'accord, Et ça, parfait. on peut passer ça soit avec son smartphone, soit avec son ordi, avec le patient. Ça amène des questions et je trouve ça, voilà. C'est très bien. Exactement. Bon, super. Un grand merci. Je reviens un peu plus haut. Lors de l'inscription, il y avait une question sur la consommation du dipsomane. Alors, moi, personnellement, je ne connais absolument pas, mais est-ce que, voilà, vous avez, c'était juste marqué consommation de dipsomane. Est-ce que vous avez des choses à dire sur cette consommation? Est-ce que vous connaissez ou est-ce que... Oui, oui, bien sûr. La dipsomanie, si vous voulez, c'est vraiment des quantités très importantes hein, qui sont complètement compulsives et voilà, qu'on peut retrouver au même titre si on parlait d'une compulsion boulimique. Hein, ce serait à peu D'accord. près du même genre, quoi. Hein, c'est-à-dire Ok. qu'à un moment, alors c'était un peu la définition que m'avait donnée un jour un patient, un verre c'est pas assez, 10, non, un verre c'est trop, 10 c'est pas assez, quoi. C'est-à-dire qu'il est embarqué. Il est embarqué dans cette consommation compulsive, il n'y peut rien, quoi. Et alors, la question, c'est effectivement d'aller regarder après l'arrière-plan psychopathologique en termes de y a-t-il un trouble de l'humeur, qu'est-ce qu'il en est de cet arrière-plan psychopathologique. Hein, c'est un symptôme dans un ensemble. Ok, très bien. Je crois qu'on a fait un peu le tour des questions. Je ne sais pas si vous aviez des choses à ajouter par rapport à cette thématique. Voilà, sur l'entourage, il y a eu beaucoup de questions autour de la famille, des enfants, de la codépendance, du milieu professionnel. Je ne sais pas si vous avez un petit mot pour terminer ce webinaire ou voilà, des choses que vous vouliez ajouter. En tout cas, nous, on vous remercie grandement parce que c'est un exposé, encore une fois, très clair, accessible, où on a appris plein de choses. Et ce qui est bien, c'est que il y a tout ce terrain que vous nous amenez, cette matière, des exemples qui illustrent pour nous clairement ce qui s'y passe, les difficultés, mais aussi les solutions possibles. Donc, moi, en tout cas, je vous remercie grandement. Donc, voilà, je ne sais pas si vous aviez des petites choses à ajouter ou des points à aborder. Je crois qu'il y a
Non, je pense que manifestement, on a certainement oublié beaucoup de choses parce que c'est un sujet extrêmement vaste. Exactement. Il y aurait une foultitude de questions à poser. Ce que je crois, c'est que il faut sortir et il faut se dégager, si j'ose dire, des choses trop binaires. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on dit qu'il y a une défaillance de la fonction paternelle ou que le père n'est plus là. Et que parce que le père n'est plus là, on voit bien, c'est le fameux aphorisme d'ailleurs de Guy Corneau qui était pas inintéressant, mais qui disait père manquant, fils manqué. Vous voyez, du coup, eh bien, on peut comprendre à ce moment-là, fils manqué, ça veut dire aussi tendance à la toxicomanie ou tendance à des dérives, si j'ose dire, des états limites. Je crois que la société elle-même a bougé, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas comme ça maintenant cette fonction d'autorité du père qui gère tout, etc. Non, la mère peut aussi avoir aussi à un moment ce rôle, cette fonction, et qu'on est dans un nuancier en fait, et que ce nuancier, il faut qu'on en prenne compte, qu'on le prenne en compte, et qu'il y a une dimension par contre qu'on n'a peut-être pas assez évoquée aujourd'hui, c'est la dimension temporelle. C'est-à-dire que le soin, il est dans une temporalité. Quand on parle de l'accueil, c'est important pour ces patients qui sont encore une fois dans un temps circulaire, de leur expliquer qu'il y a un temps de la consultation, il y a un temps, il y a une répétition de ces temps, etc. C'est-à-dire leur donner une structure temporelle qui leur manque d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que on voit bien souvent ils arrivent en retard au rendez-vous ou ils ont oublié le rendez-vous. Alors peut-être parce qu'ils étaient alcoolisés, mais pas que. Ils ont un rapport au temps qui est notre temps à nous, le temps de l'agenda encore une fois, qui est très différent. Et les faire travailler, moi je sers beaucoup de ça, en particulier en alcool, en alcoolologie et en même temps parfois dans les troubles des conduites alimentaires, sur cette notion de ralentir le temps. Cécile évoquait le être là, être présent pour le thérapeute, mais quelqu'un qui boit, il est dissocié. S'il était dans son corps, il ne pourrait pas boire de la même façon, il ne pourrait pas fumer. Pourquoi? Parce que justement, c'est parce qu'on a un blocage dissociatif qu'à ce moment-là, on est, pour réguler son émotion, on est plutôt dans le refoulement de l'émotion et on cherche une sensation, effectivement, pour tenter de réguler. Effectivement, ça fonctionne. Mais du coup, les gestes sont automatiques et dans la tête, on est plutôt dans la rumination. C'est-à-dire qu'on n'a plus la fluidité tête-cœur-corps. Comment retrouver la fluidité tête-corps-corps? À travers une expérience, je dirais, psychocorporelle. Cette expérience psychocorporelle, ça peut être l'hypnose ericksonienne, ça peut être la sophrologie, pourquoi pas? Peu importe l'outil, je dirais, pour autant que le thérapeute soit confortable avec. Mais ce qui me paraît fondamental, c'est qu'à un moment, on permette à la personne de vivre une expérience. Ce que je donne, par exemple, avec les patients qui ont un problème avec l'alcool, monsieur, montrez-moi comment vous attrapez votre bouteille. Souvent, c'est la bouteille directe ou un verre, c'est rarement un contenu en plastique. Hein. Il faut que le contenant soit justement solide. C'est l'appel au contenant, à quelque chose qui tienne la route. Quoi. Michel Mongeau appelait ça le sein de verre. Oui, c'est joli d'ailleurs. Et comme le sein de verre, eh bien, comme le lait, il est évanescent, il disparaît. Quoi. Voilà. Mais on recommence. On biberonne d'ailleurs. Hein. On biberonne. Donc, ça parle bien à toutes les métaphores du langage populaire, comme aussi avec la cigarette. On tête la cigarette, quoi, hein, ou la vaporette, peu importe. Mais vous voyez, l'idée, Shona, c'est un moment, par exemple, vous demandez à la personne, ben, montrez-moi ce que vous faites et comment vous le faites. Et la personne prend le verre et elle mime absolument le geste. Et là, vous lui demandez à la personne, d'abord vous la remerciez, parce que vous avez posé une question un peu étrange, qui est un peu confusionnante, mais c'est bien parce que la confusion la ramène vers une réassociation au corps. Et puis, donc, elle prend le verre, et vous dites merci, mais est-ce que vous pouvez me le refaire, mais au ralenti, mais vraiment au ralenti. Comme il est encore dans un geste un peu automatique, le deuxième geste est souvent encore rapide, voire trop rapide. Et parfois, il faut le faire jusqu'à 10, 12 fois, de façon à ralentir, et là, de sentir à un moment comment le geste se ralentit. La personne est présente. Elle est présente cette fois-ci dans son geste, au lieu d'être dans l'automaticité. Et à ce moment-là, vous dites, par exemple, ce qui est une induction hypnotique, hein, et de dire, dès que votre inconscient sera prêt, il nous fera signe en arrêtant la main. Étonnant, ça. Hein. Et ça, je l'ai vérifié X fois avec des patients. Et un jour, un patient, je me rappellerai toujours, il revenait à la consultation la semaine d'après. Manifestement, il avait été dans une induction hypnotique parce qu'il me dit, écoutez, il faut que je vous dise, docteur, il s'est passé un truc étrange la semaine dernière. Je prends la bouteille et à un moment, je verse c'était du rosé dans mon verre. Eh bien, j'ai voulu le porter à ma bouche
et ma main s'est arrêtée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il rentre dans une forme de catalepsie, quoi. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que thérapeute? À ce moment-là, juste posez-vous la question comme quoi on ne donne pas d'interdit. On pose juste la question. À ce moment-là, posez-vous la question, est-ce que vous en avez encore envie ou encore besoin? Donc, vous voyez, il y a une métaconscience de la chose à ce moment-là. Et du coup, la personne, étant réassociée à son corps, va retrouver, je dirais, un espace de liberté ou un degré de liberté différent pour effectivement multiplier ses expériences. Car c'est un peu comme dans le modèle du Rubik's Cube, pour que quelque chose tienne, il faut le répéter environ 27 fois. C'est les 27 combinaisons du Rubik's Cube. Bon, ben, il faut le répéter comme nous si on veut apprendre quelque chose. Si vous voulez apprendre un texte, une poésie, il va falloir le répéter un certain nombre de fois pour qu'il s'ancre véritablement, pour qu'il y ait un indissage émotionnel en même temps. Voilà. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Donc, encore une fois, je pense que dans le lien, dans le travail relationnel, c'est avant tout cette idée d'expérience. Faire une expérience et que cette expérience soit pas uniquement une expérience intellectuelle, mais une expérience psycho-corporelle. Oui, et je voulais compléter que c'est vrai qu'avec la famille, cet apprentissage, il est pour la personne porteur du symptôme, mais aussi un apprentissage pour l'ensemble de la famille, dans revivre des choses ensemble, voilà, remettre des choses dans le concret, dans le quotidien de la vie de la famille. Super. Ben, merci beaucoup pour cette belle conclusion. Je ne sais pas si vous voyez tous les commentaires, mais en tout cas, tout le monde en redemande, même si ça s'étendait sur une journée, je crois que voilà, il y aurait beaucoup de participation. Donc, un immense merci. J'en profite aussi pour dire que je pense à 2 colloques qui vont arriver. Donc, un que nous organisons au sein de la Coréade sur le projet Expérience animée qui aura lieu à Angoulême le 5 mai. Donc, c'est sur la place du numérique vis-à-vis des addictions et des adolescents. Donc, vous êtes bien sûr les bienvenus. Il reste quelques places, donc ne pas hésiter. Et je vous laisse peut-être la parole, Cécile et professeur Osterman, sur le colloque du CRA, pour faire un petit mot là-dessus, parce que c'est important. On a remis le lien. Oui, merci, Shana. Ouais. Cécile, tu veux en dire un petit mot? Oui, le 27 octobre, donc, le CRA organise un webinaire autour des nouveaux dits de la dictologie, et c'est un focus sur les hôpitaux de jour, avec la matinée plutôt une dominante théorique et l'après-midi quelque chose de plus pratique autour de l'hôpital de jour et la création des hôpitaux de jour. Donc, super. Les liens sur la Coréade, là vous les avez. On les a remis là, on les a sur notre site, et puis on n'hésitera pas aussi avec le lien peut-être du replay de remettre aussi l'inscription vers ce colloque. Merci à vous et merci à tous ceux qui ont assisté et qui ont posé des questions qui étaient particulièrement pertinentes. Merci. Merci. Merci à vous, excellente journée et à très bientôt. À bientôt, Shona. Déjeuner. On n'apporte pas le déjeuner là. Hein. Ah oui, mais bon, on attend le plateau repas alors. C'est ça. Non, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.